afin que nous ne soyons pas trop en retard pour la séance de clôture qui est prévue à 16 heures. Monsieur Guédoun, je vous en prie. Monsieur Arnaud, je vous en prie. Donc je vous remercie à tous et à toutes d'avoir choisi cet atelier numéro 3 sur ce projet de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO des paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre. Toute démarche de patrimonialisation se doit de commencer par un inventaire, vous le savez. Cet inventaire détermine le patrimoine visé, donc le bien proposé, d'en placer ses limites et d'en saisir l'ampleur. Alors, avant d'envisager, bien sûr, dans un second temps, les mesures de protection, je voulais aussi rappeler avec vous un préalable. Ce sont des questions qui reviennent souvent sur les territoires quand on parle du projet, d'un projet de labellisation au patrimoine mondial. C'est que on nous demande souvent quelles sont les servitudes ou quelles sont les contraintes liées à un classement ou plutôt une inscription sur la liste du patrimoine mondial. Alors, il faut savoir que l'UNESCO n'impose pas directement de contraintes ni de servitudes. En revanche, elle impose à l'État qui propose sa candidature de réglementer le plus possible les protections et les mesures de sauvegarde. Donc dans le cas français, les mesures de protection et sauvegarde, pour en gros résumer, monuments historiques, classement ou inscription, et dans notre cas pour les paysages, le classement ou l'inscription au titre des sites, donc de la loi 1930. Et donc, avant de donner la parole en premier à Bertrand Lecomte de l'association Alleux Terre de Bataille, donc qui va nous parler du paysage des webs des terres d'Alleux avec qui nous travaillons dans le cadre du projet, je vous présente en vitesse les autres intervenants de cet après-midi. Donc Bertrand Lecomte sera suivi de Yann Prouillet, qui est ici présent, historien, et qui anime le pôle d'excellence du patrimoine 14-18 en Vosges, au Rhin. Suivi d'Isabelle Mensard de l'association Soissonnais 14-18. Là, nous aurons un état des lieux d'un inventaire spécifique aux traces rupestres, graffiti, qui vont dans le sens aussi de notre inscription de paysages culturels, donc de témoignages aussi artistiques. Et suivi là pour les réglementations d'un technicien du ministère de l'Environnement, M. Édouard Gaillet, qui est ici, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Picardie, donc qui a travaillé sur différents types de protection, je vous l'ai dit, loi 1930 pour des sites tels que Thiepval ou la butte Chalmont dans l'Aisne. Et enfin, nous finirons avec l'avis de Anne Herzog, maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise, spécialiste de 14-18, puisqu'elle anime, ou elle co-anime plutôt avec Nicolas Offenstadt, un séminaire sur 14-18 aujourd'hui. C'est à vous, monsieur. Bien, merci pour la parole. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Donc, j'ai 9 minutes pour vous parler de 3 points. Donc, essayer de décrire un petit peu comment nous, en tant qu'association, appelée l'Alleux Terre de Bataille, on a essayé de dresser un premier inventaire. Ensuite, je vais vous proposer une description de la méthodologie. Et ensuite, je vais vous rendre un petit peu les grandes conclusions, la grande synthèse de la typologie du territoire qui nous concerne. Alors, justement, ce territoire... Sur cette photographie, sur cette diapo, j'ai précisé Front-Labassé-Armentières. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut que je passe là. Donc, j'ai mis cette carte de situation. Alors, on est au nord de Béthune. Béthune, c'est une sous-préfecture du département du Pas-de-Calais. On est au sud de Ypres, donc en Belgique. On est à l'ouest de Lille et au sud d'Armentières, que vous repérez ici. Donc la zone qui nous intéresse en particulier pour le travail d'inventaire, c'est donc le front entre Armentières et Labassé. Le territoire géographique, c'est au nord de cette ligne de front une grande plaine, la plaine de la Lys, et de ce côté-ci, de la ligne de front, une ligne de crête, la crête des Wepps. La grande plaine de la Lys est traversée par un territoire qui s'appelle le Pays de l'Alleux. Donc c'est 4 communes, Laventie, Fleurbaix, Sailly-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais et La Gorgue dans le nord. Donc comprenez bien qu'en fait, toute cette zone ici, c'est une sorte d'enclave de hernie du département du Pas-de-Calais encerclée par le nord. Donc là, on a le Pays de l'Alleux, ici on a le Béthunois et là on a les Wepps. Et notre association, l'Alleux Terre de Bataille, est basée juste ici à Laventie, au cœur de ce front. Donc comme on est dans une position privilégiée, on essaie d'essayer de le comprendre. Donc je vais vous décrire le territoire en 14.
En 14, quand la guerre éclate, c'est un territoire rural, fortement peuplé, forte densité de population, avec des fermes un peu partout, donc activité agricole, et aussi une forte présence industrielle, donc activité industrielle. L'usine à la campagne, on pourrait dire. Donc ça va expliquer aussi l'existence encore aujourd'hui de certaines traces. Au niveau topographie, donc plaine, qui dit plaine avec une lisse qui passe dans ce secteur-là, zone marécageuse, inondable. Donc des fossés partout. Ce qui expliquera que les troupes vont devoir creuser, qu'est-ce que je dis, vont devoir édifier des parapets parce que les tranchées, au-delà de 80 cm de profondeur, elles sont noyées. Donc c'est vraiment une élévation pour pouvoir se protéger. Donc là, vous êtes dans une tranchée tenue par les Australiens, dans ce secteur-là, à fleur B. Les Allemands sont dans le bas de la crête, ici, mais ont aussi tout un système fortifié sur les hauteurs de la crête. Ce qui fera que cette zone a été, pendant quasiment les 4 années de la Première Guerre mondiale, infranchissable par les troupes alliées. Aujourd'hui, en 2013, ce territoire, géographiquement, n'a pas changé. Par contre, il est de plus en plus urbanisé. On a un mitage urbain qui apparaît. Et qui dit mitage urbain dit destruction progressive de certaines traces présentes dans le paysage. Il y a une pression foncière, une pression immobilière. Donc on commence à éliminer certaines choses. Donc si je reviens sur notre association. Donc notre association porte le nom du territoire, c'est l'ALE Terre de Bataille. Donc elle est composée de profs d'histoire-géographie, de passionnés d'histoire de la Première Guerre mondiale, tous bénévoles. Donc on passe beaucoup de temps à faire plusieurs choses. À essayer de raconter l'histoire à la population locale qui ne connaît pas cette histoire. Beaucoup de personnes vivent à côté de cimetières militaires britanniques mais ne savent pas pourquoi ils sont là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un fort arrivage de nouveaux habitants qui n'ont pas connaissance de l'histoire qui a eu lieu sur ce territoire. Donc nous, on écrit les faits et ensuite on essaye à partir des différentes traces qui sont visibles dans le paysage, des différents sites, de raconter l'histoire qui y est attachée. Par exemple, ici, vous êtes sur le territoire de Givenchy-l'Île-à-Bassée. Vous avez un monument qui a été construit par une famille britannique à la mémoire de leur fils, Trevor, qui a été tué dans une bataille en décembre 1914. Et donc, à travers ce monument, on raconte son histoire. Donc, on publie aussi toute une série de recueils. Alors, je continue. Notre travail d'inventaire, il a un petit historique. L'historique, il est juste antérieur à la création de l'association. Notre association a été créée en 2004, donc on est tout jeune. On est aussi assez jeune. Et en 2002, avec le vice-président fondateur de l'association, on s'était focalisé sur ce bois. Peut-être que des gens le connaissent, c'est le bois du Biais à Lorgy, qui est juste en bas de la fameuse crête des Wep. Et ce bois a été tenu par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et ce qui était étonnant quand on visite ce bois aujourd'hui, c'est qu'il est encore tel quel depuis la Première Guerre mondiale. Il n'a pas changé. On voit encore les cratères au sol. On a une tranchée qui zigzague ici et qui part de ce blocos avec deux pièces voûtées à l'intérieur. Ce blocos, d'après les témoignages que l'on a, aurait été construit par les Allemands, enfin ça c'est sûr, a été construit par les Allemands, mais aurait été utilisé comme église par les Allemands. Lieu de culte, c'est ce qu'on raconte. Hein. Mais en cherchant, on n'a pas encore trouvé la bonne explication. Donc notre point de départ, c'était ce bois. Dans le bois qui fait à peu près 49 hectares, il y a une quarantaine de blocos allemands, soit détruits, soit en bon état avec le réseau de tranchées. Donc nous, on s'était dit, il faut qu'on commence par ce lieu qui a été préservé parce que le bois a repris ses droits, et préservé aussi, mais incompris. Donc on a fait un inventaire cartographique, on a fait, quand on a pu, des plans de masse de ces constructions, sauf qu'au départ, on était deux, on était jeunes, on n'avait pas de matériel, donc on va dire que notre inventaire, on a fini par arrêter au bout de 3 blocos. C'était trop long, on passait 1 mois pour faire un blocos. Donc, on s'est dit, on va changer un petit peu de méthode, mais on a commencé à réfléchir pour la suite. Donc, en 2003, on a eu l'idée de créer une exposition qui avait pour titre « Les traces de la Grande Guerre », pour justement faire connaître à la population locale ces vestiges, notamment aux nouveaux arrivants, et notamment aux scolaires. Donc, pour faire une exposition sur les traces de la Grande Guerre, il nous fallait quelque chose de très simple, créer une typologie que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc notre méthodologie pour faire cette typologie, ça a été l'observation. On a parcouru le territoire en long, en large, en travers. On a questionné les anciens, qui avaient eux encore par contre un peu la mémoire de ce qu'ils ont découvert en revenant. Et on a tout noté sur une carte IGN et on a pris des photographies. Sauf que comme c'était une expo, on n'a pas pu tout montrer. Donc on a forcément, avec notre inventaire, fait une sélection. Par la suite, on a créé notre association, on a développé nos projets. Et là, maintenant, on a justement un projet d'approfondissement avec, pour chacune des communes de cette zone Armentières-la-Bassée, un inventaire exhaustif avec une fiche géolocalisée dans laquelle on développe certaines compétences. La première, c'est d'écrire le site d'une façon la plus rigoureuse possible,
Deuxième compétence, c'est localiser exactement et situer par rapport à l'ensemble du territoire. Donc une géolocalisation, mais après aussi un repérage par rapport à ce qui se passe tout autour, pour essayer de donner le sens à la trace ou le sens à ce site de mémoire. Et ensuite, un petit paragraphe explication. Pour chaque site, essayer de retrouver l'histoire quand on peut la connaître. Pour faire ce travail, donc au départ, on était deux bénévoles, puis après, on a créé l'association, et à force de multiplier nos recherches un petit peu partout, de faire nos inventaires photographiques, nos inventaires cartographiques, on a fini par être une association ressources qui permet à différents partenaires de développer leurs propres projets d'inventaire. C'est pour ça que notre association a maintenant des contacts avec le département du Pas-de-Calais, le département du Pas-de-Calais qui nous a mis en contact avec l'association Les Saprofites, qui avait comme mission donnée par le Conseil général du Pas-de-Calais de faire une étude du paysage d'un point de vue architectural et du paysage de la Grande Guerre. Donc on a été personne ressources, ils ont fait une enquête que je ne peux pas vous présenter pour l'instant parce qu'il y a un projet de publication, paraît-il. Donc on a aussi travaillé avec les offices de tourisme de Béthune-Bruay qui, conscients, grâce à nos travaux de la richesse du territoire, cherchent maintenant à le mettre en valeur avec des circuits touristiques. Dans le département du Nord, on a rencontré des étudiants, notamment les étudiants de Madame Damien qui coordonnent le projet, pour aider à faire un inventaire spécifique pour le territoire des WEP. Les WEP, c'est le Nord. Et justement, dans le cadre de cet inventaire précis, nous, en tant qu'association, on a surtout mis le doigt sur une trace particulière, c'est les abris allemands, abris bétonnés, qui sont encore présents, mais par centaines dans le paysage. Et de cette mise en exergue, on est arrivé à une action avec la DRAC du Nord-Pas-de-Calais, qui essaye de développer un projet d'inventaire cartographié des blocos sur le front Armentières-la-Bassée. Et tous les jours, ils en trouvent, en plus de ceux qu'on avait déjà donnés. Et essayer de géolocaliser tout ça et après de préparer une exposition. Je ne sais pas où ils en sont pour l'instant, mais en tout cas, nous, on est ressources. Justement, l'étude des abris bétonnés allemands, elle se justifie largement. Et la DRAC a bien compris pourquoi. Là, je vous ai montré 3 clichés. Alors, je n'ai pas mis les plus petits blocos. J'ai choisi un petit peu les clichés. À droite, des grandes tourelles d'observation qui permettent aux artilleurs de repérer les lignes adverses. En plus, cette tour est sur la crête, donc une vision très longue jusqu'à 40 km. Et normalement, il y avait aussi tout un système de signaux qui permettait de communiquer avec l'artillerie. Et on a encore le cartouche en allemand qui est présent ici, construction de 1917. On va dire c'est la ligne Wotan, ligne Hindenburg pour faire simple. On a aussi des grandes structures bétonnées à 2 étages, on va dire avec un sous-sol rez-de-chaussée où il y avait des machines. Et d'après l'enquête qu'on a faite, c'est des machines de pompage pour éviter que les tranchées soient noyées. Donc pompage, et l'eau est rejetée dans un canal sur l'arrière. Et sur le dessus, l'escalier vous emmène sur une tranchée bétonnée avec un poste de combat. Et justement, sur d'autres blocos, quand on monte sur les étages, on voit les emplacements pour les mitrailleuses. 3 postes de mitrailleuses. Tout est encore en place, donc on peut vraiment étudier l'organisation du front allemand avec les tirs de flanquement. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est pas forcément connu par tout le monde. Je sais que les passionnés connaissent, mais il y a un travail à faire là-dessus. Mais comme c'est assez spécifique, c'est assez compliqué, on a un problème aussi au niveau des sources. Donc on a besoin de gens qui connaissent l'architecture militaire des blocos allemands. Ils sont tous différents, pour essayer de les comprendre un peu mieux. Donc la typologie. La typologie que nous avons dressée depuis qu'on travaille sur la thématique, elle est en 4 parties. Donc on a des sites de mémoire. Alors si on dit sites de mémoire, c'est les nécropoles militaires. On a des dizaines de cimetières militaires britanniques, un petit peu moins de cimetières militaires allemands. On a des tombes de soldats français qui sont dans les cimetières communaux. On a des tombes de soldats français dans les cimetières militaires britanniques. Donc on a des nécropoles, énormément. Mais on a aussi des sites de mémoire qui sont exceptionnels. À gauche, le mémorial indien qui commémore les troupes indiennes qui sont venues se battre sur le front Armentières-la-Bassée en 14-15. Après, dans ce mémorial, la spécificité aussi, c'est que tous les noms, c'est les noms des soldats indiens portés disparus dont on n'a jamais retrouvé les corps autour de ce site. Autre site emblématique qui lui maintenant prend de plus en plus d'ampleur médiatique, c'est le site du mémorial australien à Fromelles, département du Nord, avec cette fameuse sculpture, et très jolie sculpture qui raconte l'histoire du lieutenant Simon Fraser qui a sauvé du champ de bataille quelques-uns de ses camarades qui étaient blessés. Donc ça veut dire que quand on parcourt le territoire, et si on prête un petit peu attention, ce que beaucoup d'habitants du coin ne font plus, il y a beaucoup de sites de mémoire. Ensuite, il y a des édifices religieux et familiaux. En fait, on est dans un territoire qui a été pendant très longtemps marqué par la religion catholique.
Donc il y a plein de calvaires au coin des rues qui datent d'avant la guerre de 14 quand ils n'ont pas été détruits ou qui datent d'après. Mais quand on s'intéresse de plus près aux calvaires, on découvre des calvaires construits par des familles pour le souvenir d'un garçon qui a été tué pendant la guerre. Alors ici, c'est le calvaire de la famille Kennedy. La famille Kennedy, c'est pas le président américain, hein, c'est une famille britannique. Leur fils a été tué dans le champ de bataille là derrière. On est dans le bas de Fromelles. Son corps jamais retrouvé. Donc la famille qui souffre du deuil crée un endroit pour se souvenir. Et des calvaires de ce type, on en trouve plusieurs. Si c'est pas un calvaire, c'est un monument, c'est une sculpture, etc. Là, c'est plus particulier. C'est un calvaire qui a été construit cette fois par la population civile. Pendant la guerre, les civils du côté allié, à 50%, sont restés jusqu'à la fin. Sauf quand les Allemands attaquent. Donc ils restent, ils s'accrochent au territoire. Et ils ont fait des promesses. Si leur fils qui est parti à la guerre revient, ils construisent un calvaire. Calvaire, normalement ici c'est écrit une famille reconnaissante. Ça veut dire que les gens du coin qui sont partis se battre ont survécu, la famille remercie Dieu. C'est une sorte de calvaire ex voto. On a des chapelles aussi ex voto. Par contre, il y avait des promesses qui avaient été faites. Une dame qui avait dit, si mes enfants reviennent, je ferai une chapelle. Elle a fait un calvaire. Ils ont tous été tués. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans la typologie des sites de mémoire. Ensuite, dans différents lieux, soit des édifices communaux, mais aussi chez des particuliers, on a des objets souvenirs qui sont revenus sur le terrain dans les années qui ont suivi la guerre. Des anciens combattants ou alors des descendants d'anciens combattants qui sont revenus et qui ont donné aux communes ou aux paroisses des objets souvenirs ici d'un soldat anglais qui a été tué lors de la bataille de Neufchâtel en mars 1915. Donc ce crucifix a été fabriqué certainement avec du laiton provenant des douves d'obus. Ça devient un objet souvenir cérémonial qui est présent aujourd'hui dans l'église de Neufchâtel. Dans la mairie de Neufchâtel, on a aussi comme objet souvenir cette fois un dessin, donc un croquis. Donc on rentre dans la dimension artistique, croquis réalisé par Paul Sarru. Paul Sarru qui était interprète attaché à la division indienne et qui était en même temps dessinateur. Il a fait plein de croquis du territoire et un de ces croquis représente tous les interprètes français. Ce croquis a été remis par un officier anglais à la ville de Neufchâtel en souvenir de l'histoire de la bataille de Neufchâtel. Dans une autre commune, à Richebourg, on a un tableau qui représente la bénédiction qu'a reçu un régiment d'Irlandais juste avant d'attaquer. Ce tableau a été fait par des Anglais. Il a été donné à la commune. Donc ça veut dire que quand on regarde un petit peu partout, même dans les lieux publics, on trouve de ces objets souvenirs. Et on a aussi une multitude de traces de la guerre. Alors les traces de la guerre, c'est ça qui est intéressant. Alors on a partout sur le champ de bataille encore aujourd'hui des obus qui remontent à la surface. Ça c'est commun tout le long du front. On a par contre des choses qui sont parfois plus intéressantes, c'est que on a beaucoup de Christ mutilés. Je vous avais dit qu'il y avait des calvaires partout. Donc dans toutes les communes de la zone du front, les Christ ont été pulvérisés les uns après les autres, sauf un. Ils ont été pulvérisés et après-guerre, les habitants, les paroissiens ont décidé de garder ces Christ et les ont installés dans des lieux de l'espace religieux. Alors soit au dos d'une église, soit parfois à l'intérieur d'une église. Donc on a comme ça 5 Christ qui sont encore visibles aujourd'hui et qui portent les traces des impacts. Donc si on réfléchit bien, c'est par ces traces, on peut découvrir l'ampleur des destructions qui ont été provoquées par l'artillerie de l'époque. Sur une autre commune à proximité, on est à Fleurbaix, juste à côté de Fromelles. Quand on se balade, on voit un pan de mur au milieu des champs. Et quand on regarde ce pan de mur, il y a encore des grands cercles à travers, des trous d'obus. Ça veut dire qu'il y a les pans de mur d'une ancienne abbaye qui avait été détruite à la Révolution, mais il restait encore quelques bâtiments. En 14, le front arrive sur ces bâtiments. Les bâtiments subsistants sont progressivement démolis et on les a encore gardés aujourd'hui. Et ça, personne ne le sait. Alors, pourquoi personne ne le sait? Parce qu'en fait, il faudrait retirer les ronces. Si on retire les ronces, on voit tous ces impacts. C'est vraiment impressionnant. Donc ensuite, au niveau des objets, là, vous voyez, il y a plein de morceaux métalliques qui traînent, etc. Donc après la guerre, on a découvert dans le paysage, même encore aujourd'hui, qu'il y avait beaucoup de réemploi. C'est ce qu'on a appelé réemploi. C'est-à-dire que dans les pâtures, on trouve des piquets supports de barbelés qui sont les piquets supports de barbelés de 14-18 et qui supportent aujourd'hui les clôtures agricoles. Et on en trouve beaucoup. Des barbelés britanniques, des barbelés allemands.
Donc il y en a plein qui sont posés là dans ce tas de ferraille. On a des tôles là. Ces tôles, c'est des tôles britanniques qui ont été récupérées des tranchées par les agriculteurs pour construire des abris. Alors tiens, justement, si vous regardez bien, derrière ces objets métalliques, vous avez une structure bétonnée avec de la brique. Eh ben, c'est les blocos. Mais c'est pas un blocos allemand. C'est ça qui est intéressant. La DRAC aujourd'hui s'intéresse aux blocos allemands, mais on a aussi des blocos anglais. Enfin, blocos, c'est peut-être pas le bon terme, mais des abris bétonnés britanniques. Il y en a très peu, mais il y en a. Et dans cette ferme, cachée par le tas de ferraille, le blocos britannique, c'est en fait un hôpital britannique, un hôpital de campagne. Et juste à côté, il y avait la morgue. Et pourquoi on sait ça? C'est parce que le propriétaire de la ferme de l'époque, qui était au combat, il a eu une permission, il est revenu et il a vu à quoi servait. Il a pu aller sur la zone de front parce qu'il était militaire et il a pu découvrir sa ferme et voir ce que les Anglais y avaient fait à l'intérieur. Donc au niveau des blocos, on a aussi ça. Hein. Donc là, c'est un autre blocos britannique le long d'une voie de chemin de fer. Donc au niveau des traces de la guerre, on a vraiment beaucoup de choses et c'est ça qui est intéressant. Tout à l'heure, pour conclure, je vous ai montré la photographie du Bois du Biais où on avait commencé notre inventaire. Je vous avais dit qu'il y avait des cratères, qu'on voyait encore des tranchées, qu'on avait des blocos. Dans une autre zone, distante de 3-4 km, là aussi c'est la zone rouge, encore aujourd'hui, mais personne ne le voit, parce qu'en fait c'est un terrain privé, il faut y aller. Et une fois qu'on rentre, on a d'énormes cratères qui sont des vieux cratères de mines remplis d'eau. Et les gens pensent que ce sont des étangs de pêche, sauf que ce sont des cratères d'explosion de la guerre souterraine. Alors ça, en fait, le territoire qui nous intéresse, la Bassée Armentières, vraiment pour conclure, c'est un territoire qui est très riche, historiquement et très riche en patrimoine, avec une typologie, une variété de patrimoine. Et si on s'intéresse à l'histoire à travers ce patrimoine, on découvre la dimension mondiale de la Première Guerre mondiale. Toutes les troupes sont passées par ce secteur-là. Et on découvre aussi la mémoire des civils. Parce que dans certains cimetières communaux, on a des tombes de civils victimes de la Première Guerre mondiale qui existent encore aujourd'hui. Je vous remercie pour cet exposé très intéressant, un petit peu long. Deux choses qui semblent importantes à noter déjà dans cette première intervention, c'est qu'effectivement, on a un patrimoine de la Grande Guerre très hétérogène. On a énormément de types de patrimoine. Le but d'une démarche patrimoine mondial de l'UNESCO n'est pas de faire, bien sûr, un inventaire à la Prévert de tout ce qui existe, mais bien de montrer en quoi certains types ou certains patrimoines sont exceptionnels. Et je crois que là, vous l'avez montré avec cette ligne de blocos, toute cette ligne de fortification qui me semble tout à fait intéressante et tout à fait exceptionnelle. Je pense que c'est dans ce cadre-là que vous avez travaillé avec l'association du projet UNESCO. Deux choses quant à la méthode aujourd'hui. Je vais vous demander de garder les questions pour la fin. Le but, c'est vraiment de vous donner la parole aussi pour une demi-heure à la fin, essayer de faire une table ronde avec les différents intervenants. Deux choses aussi. Je vous ai parlé des monuments historiques. On n'a pas d'intervenant directement de la DRAC ni des monuments historiques, mais on a dans la salle, je crois, Monsieur Jean-Lucien Guénoun, qui est architecte des bâtiments de France, et Monsieur Novicki de la DRAC de Picardie, qui peut-être pourront intervenir en disant deux mots à la fin. Je laisse maintenant la parole à Yann Prouillet pour le pôle d'excellence du patrimoine Vosges-Haut-Rhin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On va voyager un petit peu. Du plat pays, on va passer sur un autre secteur qui, son nom l'indique, se veut aussi être un vecteur majeur du classement du patrimoine UNESCO parce que on cumule le patrimoine militaire avec un patrimoine touristique, entre guillemets, qui est reconnu par tous. En effet, donc, je vais rapidement passer sur celle-ci, vu que le temps est imparti. C'était la partie un peu plus étudiée de ce concept qu'on verra à la fin. J'en ferai une synthèse. D'abord, nous avons, nous aussi, bien entendu, hein, chaque site est bien entendu le meilleur. Hein. Je ne vais pas le démontrer pour les Vosges, ça semble être une évidence. La spécificité que nous avons ici, c'est la spécificité de guerre de montagne. De la guerre de 14-18 dans le secteur français, ou en tout cas sur le front français, le seul endroit où on a eu une guerre de montagne sur les 5 grands fronts de la guerre de montagne sur l'ensemble de la guerre mondiale, eh bien, c'est passé dans les Vosges. Donc, sur une hauteur qui avoisine de 500, à peu près 500 mètres à 1200 mètres. On verra quelques exemples tout à l'heure. Donc, on travaille déjà sur une spécificité d'ordre géographique, ce qui va faire très plaisir à Anne, que je vois déjà souriante.
Et donc, voilà, la spécificité de la guerre de montagne, elle a une importance considérable sur le plan de nos concepts, en tout cas de nos traces de guerre, parce que cette montagne va être le fil conducteur de l'ensemble de ce que nous allons étudier, ou de ce que nous sommes en train d'étudier, puisque la montagne a été à la fois un champ de bataille paroxysmique, mais également un écrin de conservation de l'ensemble des traces de guerre. Là, quelques images pour vous démontrer qu'en effet, l'altitude est évidente et que bien, ces altitudes vont générer des taux de conservation qui vont être, là aussi, proches de la situation en novembre 1918 pour la grande majorité des sites. Vous voyez quelques images dans nos sous-bois. Et donc, en effet, la montagne a... son caractère de montagne va faire qu'il va conserver la grande majorité des sites dans leur état d'époque et surtout conserver la mémoire de ces sites, mémoire qui est multiple, à la fois une mémoire anthropique, entre guillemets, que ce soit une mémoire, pardon pour la redondance, mais mémorielle, c'est-à-dire là aussi notre lot très considérable d'art lié à la commémoration et aux batailles, également des parcours individuels qui sont représentatifs sur le plan mondial, entre guillemets. Là, je mets un raccourci rapide de ce soldat qui, en 1914, établit l'un de ses premiers bas-reliefs, qu'il va continuer pendant la guerre en 1915, et qui finalement va être celui qui fait passer le cénotaphe de la victoire dans la nuit du 13 au 14 juillet 1919, et qui va de ce fait connaître une renommée mondiale qu'il va poursuivre après-guerre. C'est Antoine Sartorio et son atelier qui débutent les festivités, entre guillemets, de la victoire des Alliés. Eh bien, les Vosges et le Grès vosgien a été son premier terrain de manœuvre, entre guillemets. Des traces plus individuelles, beaucoup plus vernaculaires, de différentes bien entendu, nations. Voici ici la stèle Juncker, donc un officier allemand blessé à cet endroit et dont les camarades ont souhaité commémorer l'endroit où il a été blessé. Et puis, eh bien, vous avez peut-être vu l'image tout à l'heure, si vous étiez présent ce matin, eh bien, des représentativités qui, là, cette fois-ci, ont une échalisation mondiale considérable parce que ces deux cailloux, entre guillemets, ne semblent pas vous dire grand-chose. On devine un petit peu ici, et je vous montrerai une autre image de ce qui se trouve là. Eh bien, en fait, il s'agit d'un raccourci épigraphique sur la pierre, eh bien, de traces de soldats de toute nation. Ici, ce fameux Good Luck America, donc du soldat au Meurer. On voit assez mal, manque de lumière, mais le soldat américain a laissé sa trace. C'est une trace américaine de l'occupation de ce secteur avec un message aux contemporains que nous sommes, et en tout cas à ceux qui vont le suivre sur cette petite colline perdue au fin fond des Vosges, qui est le piton de Quachot. Et bien, juste à côté, donc sur la pierre que je vous ai montrée tout à l'heure, lui a répondu Thomas Misek, un soldat polonais de la première division polonaise, qui a occupé le secteur après le soldat Meurer, et qui, peut-être sur son exemple, a aussi laissé sa trace dans la pierre. Il se trouve qu'à quelques dizaines de mètres de là, eh bien, des Corses ont également fait la même chose, un fameux Vive la Corse avec les différentes compagnies du 115e territorial qui sont venues occuper le secteur à défaut de combattre dans cet endroit-là. Et une dernière trace que je ne vous montrerai pas parce qu'elle n'est pas nominative, c'est en fait que juste en face de ces cailloux, à quelques dizaines de mètres, se trouve le front allemand, sur les abris duquel nous trouvons également des traces anthropiques, notamment des épigraphies et des cartouches de datation. Bref, en un peu moins de 200 mètres carrés, vous avez 4 nations qui ont laissé leur témoignage sur ce piton qui aujourd'hui recèle donc les fameuses épigraphies internationales de la Grande Guerre dans le secteur de Quachot. Et donc, de ce fait, mis à part ces traces qui sont tout à fait les traces de l'humain, on a quand même relativement facilement défini que cette zone complète, donc l'ensemble du massif des Vosges, est un véritable musée à ciel ouvert, d'abord pour les traces qu'il conserve, d'abord pour l'organisation et la véritable appréhension de cette civilisation militaire et guerrière qui a été créée de toutes pièces dans le massif, en parallèle à la civilisation civile qui se trouvait dans les vallées, puisque nous sommes sur des combats de hauteur, et donc eh bien, des traces, qu'elles soient vernaculaires ou beaucoup plus représentatives de cette civilisation militaire, eh bien, se trouvent encore sur les secteurs. J'en ai gardé que quelques-unes sur les centaines de milliers d'abris, et aucune cartographie complète n'a été faite à l'échelle du massif. C'est encore moins possible
que dans le secteur des web, étant donné la surface. Là, par exemple, vous avez un des 2 seuls incinérateurs de campagne liés à une infirmerie qui se trouvait derrière, donc encore présent et tout à fait lisible dans le massif des Vosges, donc en secteur français. Bien entendu, le taux de conservation rapproché de ces sites permet de faire des comparaisons tout à fait opportunes sur la photo contemporaine et la photo d'époque. Et là encore, vient appuyer cette photo prise donc dans un ouvrage, un ouvrage publié, qui nous montre bien que l'état contemporain de la guerre de 14 est très exactement l'état contemporain à aujourd'hui. Vous voyez que je ne dis pas trop de bêtises sur cette affaire de musée. Là aussi, des traces qui sont là aussi particulièrement importantes, parce que, à notre connaissance, et pour l'instant, mais battez-moi si je me trompe, nous avons la seule trace de l'échelle observatoire métallique. Vous l'avez vu ce matin dans le diaporama tournant. Là, l'échelle observatoire métallique de Lormont, faite en 1918, et mis à part sa verticalité, l'ensemble du matériau de l'époque était présent. La verticalité, le caractère montagneux de notre secteur, a conservé les traces les plus difficiles à aller chercher, notamment à être ferraillées, notamment en 1919. C'est également le cas dans des milieux souterrains, ou en tout cas semi-souterrains. Là, nous sommes sous un milieu semi-souterrain. Il s'agit d'une des dernières machineries, des téléphériques, que l'on trouvait largement représentées sur l'ensemble du massif des Vosges. Ici, nous sommes nos fameux vieillards, le HVK, le Hartmann-Willer-Köpf, le HK pour les Allemands. Voilà. C'est une partie qui est visitable. Quand on monte sur le HVK, on peut encore entrer dans cette pièce et s'apercevoir que la machinerie du téléphérique ou la machinerie des stations de pompage sont toujours présentes, n'ont jamais été ferraillées. C'est à la fois un indicateur de taux de conservation, mais également un laboratoire de technique, là aussi, comme tout à l'heure Bertrand a pu nous en parler. Et puis, là aussi, c'est un point un peu plus controversable. Y a-t-il une esthétique des traces de la Grande Guerre ? Des grands photographes comme Jeff Roguski ou Mike Schall, bien entendu, d'autres photographes plus locaux, trouvent une esthétique. Et cette esthétique est également l'un des points majeurs de la représentativité des territoires, sites et paysages de mémoire pour l'UNESCO, associer le beau à l'histoire et à la mémoire. Et donc, ça a eu des implications, toutes ces études qui ont été faites. Donc, pas d'inventaire exhaustif de l'ensemble du massif des Vosges, c'est pas possible, après, avec à peu près 300 km du nord au sud, mais une entité géographique cohérente, un massif. On ne travaille pas sur la plaine, on travaille sur les montagnes. Et donc, ça a donné 2 échelles, en fait. Le fameux pôle d'excellence rurale, un pôle de tourisme qui est interrégional. Les petits carrés de couleur, en fait, ce sont 8 communautés de communes sur 2 régions et 2 départements différents qui se sont associés pour valoriser l'ensemble du massif. Ici, c'est dans le secteur de Bannonvillers au nord. Ici, c'est dans le secteur du Sungo. Pardon, ici, juste en dessous. Donc, la totalité du massif est représentée par des collectivités publiques qui travaillent à mettre en commun leur patrimoine, à le mettre en cohérence dans le cadre d'un pôle d'excellence rurale qui a été signé en 2011 et qui va se terminer en 2013, bien entendu, vous l'aurez compris, pour préparer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et puis, donc, parce qu'il nous occupe aujourd'hui, le point culminant, s'il pouvait être atteint, c'est dans une partie, là je montre que la partie vosgienne, parce que je suis référent pour le département des Vosges, je passerai assez rapidement, si vous voulez entrer dans les détails après, 17 sites qui sont représentés dans ce patrimoine UNESCO, avec, vous le verrez, on pourra revenir éventuellement dessus, des typologies, en grande partie géographiques, qui ont été déterminées de façon à faire des catégories de représentativité liées au caractère d'histoire et au caractère de mémoire. Une alliance des deux, parce que nous avons la géographie qui est le support de base, et puis nous avons l'histoire qui est encore muséalisée, et puis la mémoire qui est venue couvrir cette histoire, avec donc des cols mémoire, des plateaux mémoriels, enfin bref, une imbrication très intime de la géographie et du caractère muséal et représentatif pour l'UNESCO. Je vous remercie et je pense que j'étais dans les délais. Parfait, merci Yann. Merci pour cet exposé très très complet, rapide mais très très bon, très complet. Effectivement, nous travaillons sur un patrimoine
de conflit, un patrimoine de guerre, nous l'avons bien vu depuis le début, mais je dirais un des éléments aussi clés de la démarche patrimoine mondial, et là Yann l'a très bien montré, c'est que tout ce travail apporte aussi énormément à la science, et quand il parle d'anthropologie, je pense qu'il a tout à fait raison. Toutes ces traces, et notamment l'épigraphie, peut nous apprendre énormément sur, là je reprends les mots de Yann, sur cette civilisation militaire. Hein. On peut vraiment parler d'espaces occupés par les soldats de civilisation militaire, et de tout ce que ce travail peut nous apprendre sur les hommes en guerre en ce début du XXe siècle. Je serai plus réservé sur la notion de beauté, et là je pense que parler d'esthétisme ou de beauté pour des sites de guerre, c'est assez problématique. Peut-être que Jean Richardot, avec une photographe qui est présent, pourra nous parler, lui, de son projet. Ça fait partie du paysage, qui a une autre vision de ces sites et dans le paysage. Une vision plus problématisée de la présence de ces traces de combat. Je laisse la parole maintenant à Isabelle Mensard, qui va nous présenter donc le travail d'inventaire sur les traces rupestres, graffiti. On va reparler encore ici d'épigraphie, sculpture de l'association Soissonnais 14-18. Nous sommes dans l'Aisne et un peu dans l'Oise. Bonjour, je me fais ici donc la représentante, la porte-parole de notre association Soissonnais 14-18 et de son président Jean-Luc Pamard, qui n'a pu être présent, mais qui a dès le départ donné son soutien intégral à l'association. Et je vais transmettre quelques informations qui sont celles d'une association de terrain. Donc tout d'abord, pour nous, inventorier, inventorier, ça a été, je le dis déjà, au passé et au présent, c'est sensibiliser. Alors sensibiliser qui ? Je vous l'explique tout de suite. Sensibiliser, pour nous, c'est se faire ouvrir les propriétés privées. Ça peut être des caves, des maisons, des greniers, des cours, là où les soldats ont vécu, là où ils ont marqué la roche de leur graffiti et ces fameuses traces rupestres. C'est donc sensibiliser, effectivement, on l'a déjà entendu tout à l'heure, la population locale. Et faire en sorte que ces lieux puissent rester privés, car les propriétaires, pour certains d'entre eux, ce qui n'est pas le cas de tous ceux que je vous présente ici, qui sont parfois sur des murs extérieurs publics, mais les propriétaires sont parfois effectivement confrontés à des électrons libres qui viennent sans scrupule faire de l'inventaire, on va dire de manière individuelle, pour le diffuser ensuite sur Internet. Donc sensibiliser pour Soissonnais 14-18, c'est s'engager à laisser parfois dans l'ombre un patrimoine confidentiel, tout en officialisant un site, le site des carrières de Confrécourt. Et cela, Jean-Luc Pamard tenait à ce que ce soit dit, à ce que l'on en soit tous conscients. Donc l'association Soissonnais 14-18 a vu le jour, l'association loi 1901 a vu le jour il y a longtemps maintenant, en 1986. Elle est née à l'initiative donc de quelques passionnés qui voulaient sauver de l'oubli ce patrimoine riche et dense, et qui voulaient inventorier déjà, et qui voulaient, ils l'avaient annoncé déjà dans leurs objectifs en 86, préserver. Conforté par une exposition dont vous avez ici l'affiche, à l'époque où on pointait l'histoire du soldat artiste. Hein, c'était le côté esthétique de l'affaire. Presque 30 ans après, voici le bureau actuel, alors que cette association a eu énormément de membres. Eh bien, tous les animateurs aujourd'hui, bien évidemment, sont là aussi des bénévoles et œuvrent pour un projet commun qui est celui de l'AIPS, Association pour l'inventaire et la préservation des sites au sein de Soissonnais 14-18, avec des chercheurs actifs sur des lieux d'inventaire, et notamment Jérôme Butet, qui fait énormément d'inventaire en ce moment du côté tout autour de Soissons dans la partie est. Nous avons marqué nos 25 ans il y a peu. C'est celle-ci. Nous avons marqué nos 25 ans il y a peu en organisant un colloque sur l'avenir du patrimoine, en présence notamment de Madame Herzog, de Monsieur Prouillet, ici présent. Et nous en avons depuis publié les actes, bien évidemment. Sensibiliser, pour nous aussi, c'est accueillir du public, accueillir les familles qui reviennent, elles plutôt sur un jalon de mémoire, et puis accueillir, évidemment, j'y tenais à mettre un public scolaire pour plutôt une découverte, avec plutôt un jalon, pour eux, un jalon pédagogie, un jalon historique. Donc également un retour fréquent de nos aînés qui, eux, viennent donner à leur tour une dimension plus vivante à notre patrimoine. C'est ce que j'entendais ce matin. Donc, inventorier, pour nous, c'est aussi être reconnu, se faire connaître et être soutenu.
Et cet inventaire que nous avons lancé il y a plus de 25 ans a été lancé à l'initiative de la DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles de Picardie. Et notre inventaire a commencé avec les fiches réalisées par Hervé Vatel, donc des fiches qu'il a proposées à la DRAC, une centaine de fiches pour monter un dossier de sites qui étaient surtout implantés au nord, sur le plateau nord de la vallée de l'Aisne que vous devez deviner ici sur le sud de la carte. Et donc cela s'explique parce que dans cette vallée de l'Aisne, effectivement, sur le plateau nord comme sur le plateau sud, nous avons ce banc calcaire à peu près à 130 mètres d'altitude qui nous a permis de dresser notre inventaire. Donc l'histoire géologique ici nous a simplifié la vie. Cet inventaire des monuments historiques nous a permis le classement, il y a une dizaine d'années, le classement de sites sensibles. Nous avons des carrières classées. Ici, quelques extraits de ces sites classés qui sont inscrits, pardon, j'ai dit classés, c'est une erreur, qui sont inscrits donc, aux monuments historiques. Les carrières de Confrécourt, carrière du Zouave, carrière de l'Infirmerie, de Chapelle à Saint-Christophe à Berry, et puis les carrières également de Chapeaumont. Nous sommes soutenus, nous sommes subventionnés aussi par le Conseil général de l'Aisne, incarné, comme vous l'avez vu ce matin, par M. Daudigny, et également depuis longtemps par la région Picardie, bien entendu. Aussi, l'AIPS a-t-elle bénéficié de campagnes de moulage qui ont pu être organisées par le passé avec... Pour nous, aujourd'hui, une chance, c'est d'avoir pu conserver intacte la trace de certaines traces rupestres. Et ici, notamment, ce corps du 45e BCP, si je me souviens bien, est aujourd'hui dans un état actuel sur site proche du néant. Non proche du néant parce qu'il s'érode. Inventorier, pour nous, c'est aussi faire partager notre expérience méthodologique. Et donc, je vais revenir un petit peu, mais sans dire la même chose, sur ce que M. Lecomte disait tout à l'heure. En fait, nous sommes partis de rien il y a plus de 25 ans dans l'inventaire. Et nous avons mené des explorations, j'ai envie de dire d'abord ex situ, effectivement, à partir d'informations tout à fait classiques, d'informations bibliographiques. Nous avons constitué notre propre petite bibliothèque à partir d'informations, bien évidemment, cartographiques. Et ces données, nous nous efforçons, avant de partir sur le terrain, de transférer, de les localiser un petit peu aujourd'hui sur les cartes IGN. Et sur le terrain, 100 ans après, vous voyez succinctement que tous ces points jaunes manifestent des lieux où, effectivement, on a des repérages à aller faire. Au niveau de cet inventaire, l'évolution technique a été là, évidemment. En 30 ans, quasiment, on est passé, bien évidemment, d'un inventaire manuel à un inventaire avec les technologies de l'information et de la communication. Mais en fait, la méthode reste similaire. Donc, bien sûr, il s'agit de repérer, il s'agit d'identifier sur les lieux, in situ, le crayon à la main. Il s'agit de mesurer, donc il s'agit de dresser des petits croquis pour les reporter ensuite sur des fiches. Il s'agit aussi de réaliser un inventaire photographique qui a été mené en argentique et que nous refaisons aujourd'hui en numérique. Donc ça double bien évidemment le travail, mais nous continuons à le faire et les archéologues, comme notamment ici les archéologues de la DRAC, viennent nous aider sur certains sites. Actuellement, de nombreuses fiches ont été réalisées, comprenant donc, comme on vient de l'entendre, des caractéristiques. Donc je vais passer assez vite. Caractéristiques habituelles des sites sur nos fiches qui démarrent sur les premières parties. Donc des caractéristiques de localisation, de nature de site, de propriété, d'accès, de fermeture, qui sont parfois sur lesquelles on ajoute parfois des plans qu'on dressait à la main. Des fiches qui aujourd'hui prennent des formats grâce au tableur Excel, des formats un petit peu plus pratiques et qui permettent des discriminations différentes. Donc nous avons informatisé nos fiches, double travail là aussi, et nous utilisons bien évidemment aujourd'hui les coordonnées GPS. Nous retournons sur les sites pour parfois bénéficier de ces localisations plus précises et nous tentons dans la mesure du possible de dresser des plans, surtout sur des carrières où il y a beaucoup de traces, de dresser des plans en numérique. C'est plus pratique pour les retouches, c'est plus pratique pour faire les modifications quand parfois on observe au fil du temps des sites qui évoluent. Donc aujourd'hui, nos fiches prennent cette allure-là si on les imprimait, mais elles sont entièrement numérisées. Aujourd'hui, nos relevés photographiques donnent ce genre de résultats sur nos fiches. Donc on est sur des traces qu'on essaie de relever, de mettre dans le tableur, parfois de créer d'autres types de plans. Et puis on a
des sites où il y a parfois 2 photos, mais ça peut aller, je veux dire, on ne peut pas généraliser. On a des sites où on aura 2 photos de relevés photographiques et des sites où on en aura plus d'une centaine. Et on se consacre souvent à lever les yeux vers le ciel, non pas le ciel ouvert chez nous, mais le ciel de la carrière, parce que très souvent les traces sont au noir de fumée sur les plafonds, enfin sur les ciels, pardon. Et donc ici on a un nord-sud, on a du directionnel et on a des informations de sortie, mais on a très souvent, enfin on a plein de traces et on a des traces épigraphiques. Je ne pouvais bien évidemment pas tout vous montrer. Donc ça donne ce genre de choses au résultat. On s'est constitué donc une salle des cartes sur lesquelles on pointe, sur lesquelles on met à jour avec une typologie que je ne vais pas détailler. Et puis on crée nos listings à travers les tableurs Excel. Et vous avez là un de nos bénévoles parmi tant d'autres, Serge Joyer. Tout à l'heure j'ai oublié de nommer ceux qui étaient présents, mais bon, le temps est compté, qui nous aide lui aussi beaucoup. Donc nous partageons notre expérience et nous avons... Alors oui, un petit mot sur cette diapo que j'avais intercalée. Donc évidemment derrière on essaie, dans la mesure du possible, de faire de l'interprétation. On essaie de donner dans nos listings des informations complémentaires quand elles existent. On utilise les récits, les événements des combattants, on utilise les photographies quand on en a, des traces historiques, les informations régimentaires, les cartes historiques, et on les confronte, c'était l'objet de cette image-là, on les confronte in situ avec ce que l'on trouve, et on a parfois des plaisirs magnifiques quand on trouve des plans de tunnels, et quand on va sur place et qu'on retrouve ces lieux avec les bifurcations qui sont toutes en place. Enfin, on pourrait vous montrer plein d'exemples, c'est sûr. Notre idée aussi, bien sûr, dans tout cela, c'est de partager notre expérience. Partager notre expérience, c'est la réouverture d'un site internet en 2012 que nous avons entièrement réactualisé et qui nous permet de retracer nos démarches, qui nous permet de diffuser nos publications. Donc je vous ai juste mis un petit extrait de ce qu'on peut découvrir sur les onglets quand on pianote et qu'on tape Soissonnais 14-18. Nous évoquons ce genre de démarche. Et nous publions, effectivement, nous avons publié une partie de ces richesses qui sont parfois en propriété privée. Nous les avons publiés dans cet ouvrage qui s'appelle Le graffiti des tranchées, mais il y a aussi des ouvrages un petit peu plus récents. On vient de réussir à réimprimer la semaine dernière donc les carrières de Confrécourt. Encore aujourd'hui, on trouve des carrières chaque année, des nouvelles carrières. Donner un chiffre, ce serait délicat aussi. Oui, on est peut-être à 400 carrières qui sont répertoriées, inventoriées sur à peu près 20 km est-ouest et 30 km nord-sud sur la région du Soissonnais autour de Vic-sur-Aisne, en confondant tout. Je ne dis pas c'est 400 carrières, 400 murs, 400... Si on comptait le nombre de traces, bien évidemment, ça fait plus du millier. Nous avons, du coup, cela nous a permis d'avoir quelques succès, et ces succès, ce sont ceux que nous voulons faire partager, donc une ampleur des résultats, une richesse des traces, je dirais exceptionnelle pour citer Jean-Luc Pamard, et telle cette Marianne de Confrécourt, qui est pour nous une Marianne emblématique, ou telle d'autres traces qui sont en haut le mur d'une maison, donc chez un privé, et puis en bas une petite carrière occupée par les Allemands. 2/3 des carrières françaises, 1/3 des carrières allemandes à peu près sur les 20 km par 30 km dont je vous parlais, qui sont présentes et qui nous amènent aujourd'hui à pouvoir comparer avec ce qu'on voyait tout à l'heure. Effectivement, on a la chance de pouvoir faire sur notre secteur, comme dans les Vosges, le même genre de comparaison avec les photos d'époque, et puis regarder aujourd'hui où on en est sur les sites. Sur des sites ici célèbres, le PC Reboul, donc, qui est classé sur la colline de Chapeaumont. Des succès, oui, mais n'oublions pas, et j'en terminerai avec cela, n'oublions pas non plus les difficultés, ne les occultons pas. Nos soucis sont divers. Nos premiers soucis, je dirais, c'est se faire ouvrir les caves, c'est se faire ouvrir les maisons. Alors bien sûr, ce qui nous relie à ce que je disais tout à l'heure, sensibiliser, être connu, se faire reconnaître, ça permet effectivement beaucoup plus de se faire ouvrir les lieux. Et comprendre les traces, c'est aussi un deuxième souci que l'on a. Et parfois, alors là, je ne vous ai pas forcément mis l'exemple d'une trace que nous avons retranscrite à côté, dans l'inventaire que fait Jérôme Buté, mais c'est parfois effectivement des traces qui sont difficiles à comprendre. C'est de la véritable paléographie, évidemment. L'inscription, troisième souci, l'inscription, pour reprendre les propos de Denis Rolland, l'inscription réalisée par les monuments historiques n'a rien résolu, dit-il. Je le crois bien volontiers, parce que après cette inscription, on a juste trouvé des solutions. Fermer les carrières, en sensibilisant les propriétaires et les collectivités pour pouvoir les préserver. Je vous expliquerai très vite de quoi, mais vous avez déjà compris.
Poser des grilles, oui, poser des grilles. Poser des grilles, mais attention, là, je vous parle des grilles que l'on peut ouvrir, des grilles que l'association ouvre pour les visites. Je vous parle de grilles qui permettent d'observer sans dégrader, parce que nous sommes à une distance suffisamment, légèrement éloignée, mais pas trop non plus pour que l'œil puisse voir avec une simple lampe. Et puis, en carrière, eh bien, la protection naturelle, globalement, existe effectivement. On est au cœur de la carrière. On peut penser globalement qu'on ne sera pas en destruction. Quand on est sur les fronts de carrière, quand on est sur les murs extérieurs, évidemment, l'érosion du temps, l'érosion chimique est là. Et la question qui se pose pour nous, dans le plus gros des problèmes, c'est comment conserver ce patrimoine in situ, parce que pour nous, c'est un engagement fort, c'est in situ, c'est pas découpé et ramené dans un musée. Donc, comment le protéger de l'érosion du temps ? Le patrimoine se dégrade. La pierre a peut-être été facile à sculpter, mais elle est aussi facile à dégrader. Et bien évidemment, le vandalisme de l'être humain est là. Le vandalisme, l'homme qui détruit, l'homme qui saccage, pour diverses raisons, sur des blasons allemands en propriété privée ici, ou dans des carrières pourtant fermées, mais dont les portes sont vandalisées, et pour lesquelles nous avons eu à subir, je ne vous en montre qu'une, mais où nous avons eu à subir évidemment du tag assez copieux, et qui a du mal à disparaître. Je vous remercie. Et le mot de la fin, ce sera eh bien que y a donc, vous avez compris, une nécessité de protéger ces traces, et je crois que c'est l'affaire de tous. Merci Isabelle pour cet exposé. Alors l'association Soissonnais 14-18 est une association exemplaire, vous l'avez bien vu, même une association pionnière puisqu'ils fêtent leurs 25 ans d'existence, 25 ans d'inventaire. Vous avez vu le sérieux de cet inventaire. Et puis quelque chose de très important qui a été rappelé dans les 3 interventions, c'est la sensibilisation des populations locales et à ce patrimoine. Et je crois que c'est très important dans une démarche vers le patrimoine mondial. Cet inventaire de Soissonnais 14-18, c'est important de le noter aussi, il a été fait en relation avec les services de l'État, avec les services de la DRAC. Donc il sera aussi annexé au dossier de candidature patrimoine mondial. Alors, une chose aussi, avant de donner la parole à M. Gaillet de la DREAL, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce processus de patrimonialisation des traces de la Grande Guerre ne naît pas d'hier, puisque nous fêtons cette année les 100 ans de la loi 1913 sur les monuments historiques. Il faut savoir que dès 1915-1917, un inventaire avait été dressé par la commission des monuments historiques en vue de sauvegarder certaines traces. Donc cette commission avait été donc conduite par André Vente, architecte des bâtiments de France à l'époque. Et donc on a aujourd'hui encore cet inventaire et qui avait été mené par les monuments historiques à l'époque. Donc en rapport directement avec la loi de 1913 sur les monuments historiques, une loi qui a été complétée en 1930 sur les paysages, et vous avez montré, Isabelle, le PC Reboul dans l'Aisne, qui a été l'un des premiers sites classés loi 1930, je crois que c'est en 32, et qui est aujourd'hui toujours classé au titre de la loi 1930 sur les paysages. Et ce qui me permet de donner donc la parole à M. Gaillet du ministère de l'Environnement, qui va nous parler un petit peu aujourd'hui de cette loi de protection naturelle sur les paysages et sites. Merci de me permettre d'intervenir dans ce colloque. Alors, je vais me présenter rapidement aussi pour que vous me connaissiez. Je suis donc Édouard Gaillet, chef du service nature au paysage à DREAL Picardie, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Rien que dans cet intitulé, vous comprenez que le paysage, et en particulier les paysages de la Grande Guerre, n'est pas du tout mon métier, n'est pas ma spécialité. Dans mon équipe d'une 40aine de personnes, il y a 3 personnes qui s'occupent des sites et paysages. Et donc en ce moment, vous avez peut-être, si vous êtes en Picardie, connaissance de projets de classement. Le projet de classement du mémorial de Thiaval et Beaumont-Hamel qu'on a vu ce matin, donc qui doit être en cours d'examen par le Conseil d'État avant que le Premier ministre signe le décret de classement. D'autres projets, comme le mémorial de Villers-Bretonneux, nous occupent également. Alors, mon intervention va permettre de présenter en fait les outils de protection du patrimoine au sens des sites et paysages. Alors là, avec une acception loi 1930, c'est-à-dire le grand paysage. Pas le site au sens le bâtiment, voire l'inscription rupestre. Je présenterai également d'autres outils de protection, puisque dans
dans mes fonctions, on est amené à discuter pas mal avec les collectivités ou des propriétaires fonciers qui nous font part d'autres outils de protection. Et donc, je parlerai un petit peu de leurs limites dans l'objet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, le classement au titre de la loi de 1930, je vais commencer par lui. C'est à mon avis l'outil dédié par le législateur pour cela. Donc ça a commencé en 1906 et puis ça a été rénové par la loi de 1930 qui n'a pas été modifiée depuis. Et donc qui dit tout simplement que la préservation de monuments naturels et de sites peut relever de l'intérêt général. C'est-à-dire que la puissance publique, en l'occurrence l'État, peut fixer un certain nombre de restrictions aux libertés individuelles et publiques pour préserver ces sites. Donc pour ce faire, il y a 5 caractères qui sont possibles, donc des caractères artistiques. Par exemple, il y a des sites classés qui classent le paysage qui a été peint par des peintres célèbres de l'histoire de l'art. Le caractère pittoresque, avec une acception du mot pittoresque qui est celle de 1930. Aujourd'hui, il faut aussi le relire comme ça. Je vous ai remis une définition de l'époque qui frappe l'attention par sa beauté et son agrément. Le caractère historique, et là on rentre pleinement dans les sites de la Première Guerre. Le caractère légendaire également, ou le caractère scientifique. Au point de vue juridique, le classement de sites, c'est une servitude d'utilité publique. Donc elle est opposable aux tiers, elle est opposable aux collectivités, et elle relève de l'intérêt général. Et c'est ce qui est exactement établi implicitement par le classement, c'est-à-dire que le paysage aujourd'hui, sans protection particulière, il est ordinaire, il n'est pas distinguable d'un autre. Et c'est donc ce classement qui affirme, qui exprime que la puissance publique estime que sa préservation est d'intérêt général. Un petit mot sur la procédure de classement. C'est pas extrêmement compliqué. C'est un peu long. Donc il y a 2 grandes phases. Il y a une première phase qui est l'opportunité. Est-ce que ça vaut le coup de le classer, ce site ? Alors, c'est ici, je dirais, que tout démarre, tout s'initie sur une analyse historique du site, sur une analyse évidemment topographique et paysagère, mais également sur une analyse, on va dire, sociale. Qu'est-ce que ce site représente pour les populations locales, pour le reste du monde ? Comment est-ce qu'on découvre ce site ? Je vous invite en particulier là, sur le mémorial de Villers-Bretonneux à le parcourir et vous rendre compte que finalement on ne découvre ce site réellement que quand on s'en va. C'est-à-dire quand on tourne le dos à la Grande Tour et qu'on découvre comment le concepteur de ce monument l'a inscrit dans le paysage et l'a mis en scène le paysage qui s'offre à nous. Donc c'est ce moment-là où on détermine ces grandes caractéristiques et donc qui vont permettre de dire si le site a une importance, pour faire rapide, nationale dans son domaine de prédilection, et si son état de conservation correspond bien à un critère, à un intérêt pour le classement. Si on ne va pas classer un site qui est déjà fortement dégradé, mais dont on ne perçoit plus l'intérêt. À cette phase-là, on va également faire une ébauche de périmètre, c'est-à-dire compte tenu de ces enjeux, de ces caractéristiques, le périmètre pressenti de classement pourrait être ça. Et donc, quelques orientations de gestion. Les orientations de gestion, c'est dire quelles sont les caractéristiques du territoire qu'on propose au classement qui doivent persister dans l'avenir. L'idée n'est pas de dire tout doit rester en l'état, mais certaines caractéristiques de ce territoire doivent persévérer. On a ensuite une phase, je ne vais pas dire très administrative, puisque c'est finalement comme ça qu'on peut recueillir l'avis du public et des différentes parties prenantes de ces démarches, qui se déroulent, donc une commission départementale, une inspection ministérielle, et puis la commission supérieure des sites qui se prononce sur ce projet. Est-ce qu'il est opportun de poursuivre la démarche de classement de ce site ? Et donc ensuite, le ministre reçoit cet avis et dit effectivement, je continue pas. La seconde phase donc, démarre ensuite avec l'approfondissement de l'analyse que j'ai expliqué plus haut, la rédaction des orientations de gestion précises, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend des espaces, par exemple forestiers, qui sont présents dans ce site, quelle gestion forestière il est préférable de privilégier, qu'est-ce qu'on attend de l'urbanisation de ce site, quelles caractéristiques on souhaite préserver.
une finalisation du périmètre là, de façon extrêmement précise avec le parcellaire et les propriétaires fonciers, et une phase de concertation avec les collectivités concernées. Cette deuxième phase de finalisation se termine par une enquête publique sur le territoire concerné, où tout un chacun peut exprimer son avis sur le projet qui est soumis à l'enquête. On a l'avis de la commission départementale, la même que tout à l'heure, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et rebelote devant la commission supérieure des sites qui est nationale, et enfin un classement qui est prononcé par décret en Conseil d'État. Vu la longueur de mon exposé, vous comprenez que la durée de ce processus-là est extrêmement longue. On va dire pour un site pour lequel il n'y a pas de pression politique, au sens où il faut aller vite pour le centenaire, par exemple, ou d'opposition dans cette phase-là. Je ne vous cache pas que, par exemple, pour Coucy-le-Château, les résultats de l'enquête publique montrent une opposition locale très forte. Donc, pour un dossier qui se déroule très bien, ça prend à peu près 10 ans. Voilà, c'est un ordre de grandeur. Grosso modo, il y a un site classé par département nouveau tous les 10 ans. Alors, j'en viens maintenant à, on va dire, quel effet ça fait d'être classé. Très factuellement, au sens réglementaire, ça produit cet effet-là, c'est dans la première phrase. Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale. Autrement dit, pour modifier l'aspect d'un site, il faut une autorisation. Donc, très peu de choses, parce que là je vais rapidement, très peu de choses est interdit en site classé. Il n'y a explicitement que la publicité qui est strictement interdite. Tout le reste est soumis à autorisation. Autorisation soit préfectorale, après avis de l'architecte des bâtiments de France. Là aussi, pour faire simple, c'est tous les ouvrages et travaux qui sont soumis à déclaration préalable au titre du Code de l'urbanisme. Par exemple, les clôtures, les constructions de faible surface ou faible hauteur. J'attire votre attention, là, s'il y a des élus dans la salle ou des gens qui travaillent dans les collectivités, que les dispenses de procédure du Code de l'urbanisme ne s'appliquent plus. C'est-à-dire dans le Code de l'urbanisme, vous avez des dispenses. Voilà, les bâtiments de faible hauteur et de faible surface sont dispensés de toute procédure. Là, non. Il n'y a plus de dispense, c'est-à-dire que tout passe en déclaration préalable, et toutes les déclarations préalables font l'objet d'une autorisation préfectorale. Pour tout ce qui ne relève pas de la déclaration préalable, c'est une autorisation du ministre en charge des sites, le ministre de l'écologie en ce moment, enfin depuis très longtemps. Cette autorisation ministérielle se fait après un avis de la commission départementale qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est valable pour tous les ouvrages et travaux qui sont soumis à permis de construire dans le Code de l'urbanisme, et pour tout le reste. Donc les infrastructures, les travaux forestiers, etc. etc. Donc, outre le fait que ce n'est pas la même autorité qui délivre l'autorisation, il y a également une autre modification notable du régime du Code de l'urbanisme, c'est que l'accord tacite ne s'applique plus. Là, vous êtes dans un refus tacite, après un délai qui est allongé par rapport au régime général du Code de l'urbanisme. Donc par exemple, pour un permis de construire, si au bout d'un an, l'administration ne vous a pas donné de nouvelles, c'est que c'est refusé. Alors, je ne l'ai pas mis sur la diapositive, mais je peux peut-être vous donner un ordre d'idée du nombre d'autorisations ministérielles qui a été déposé en 2012, puis j'ai eu les chiffres il n'y a pas longtemps. Il y a à peu près 650 autorisations qui ont été sollicitées auprès du ministre sur l'ensemble des sites classés de France, à peu près 1 million d'hectares. Il y en a les 150 qui ont été refusées et le reste qui a été accordé. Sur les autorisations préfectorales, j'ai moins de chiffres précis. Le ministère estime qu'il y a entre 2 et 3 fois plus d'autorisations préfectorales que d'autorisations ministérielles. Je viens maintenant à l'inscription. La loi de 1930 a également permis à ce qu'on inscrive des sites. Donc,
en fait, c'est une démarche qui est complémentaire au classement. C'est pas un premier niveau, on va dire, dans la hiérarchie. C'est une démarche qui est tout à fait complémentaire. Dans un site inscrit, en fait, tous les projets de travaux autres que l'entretien courant on va dire de l'espace et nécessitent une déclaration préalable auprès de l'autorité préfectorale. Donc le permis de construire ou la déclaration préalable qui du coup fait office de déclaration préalable à ce titre-là est soumis à un avis simple de l'architecte des bâtiments de France. Le permis de démolir, lui, c'est un avis conforme, mais il y en a beaucoup moins. Là encore, il y a quelques modifications de délai, mais grosso modo, il n'y a pas de prescription. L'autorité publique ne peut rien prescrire en site inscrit.